Nous apprenons que l'association Anticor dénonce auprès du Conseil constitutionnel le silence organisé autour de la pétition sur les aéroports de Paris. Qu'en pensez-vous? Alors, j'ai vu ça dans la presse. La réaction que j'ai, c'est d'abord, j'ai pas parfaitement compris la procédure, puisque le Conseil constitutionnel en France ne peut pas être saisi par des particuliers ou par ce qu'on appelle en anglais une class action. Le Conseil constitutionnel en France ne peut être saisi que par des députés, 60 députés ou sénateurs, plus le président de la République et président du Sénat, président de l'Assemblée nationale, je crois, ne peut être saisi que antérieurement à une loi par 60 députés et sénateurs, ou bien postérieurement par le truchement du Conseil d'État et de ce qu'on appelle une question prioritaire de constitutionnalité. J'ai eu l'occasion d'en parler puisque nous avons fait une intervention directe devant le Conseil constitutionnel sur l'affaire du seuil d'éligibilité des 5% imposés par la loi lors des dernières élections européennes. Je vous en ai déjà parlé et je crois savoir qu'il y aura une réunion du Conseil constitutionnel pour statuer sur notre affaire, que nous avons fait une intervention directe après la saisine par le Parti fédéraliste européen et par le Conseil d'État. L'affaire devrait être examinée par les juges de la rue de Montpensier, comme on dit. C'est juste attenant au Conseil d'État. C'est là que siège le Conseil constitutionnel. Nous devrions avoir une décision qui devrait être prise entre le 15 et le 31 octobre. Le 31 octobre étant la date limite pour que le Conseil constitutionnel statue. Bon, ça c'était une petite incidente. Alors je ne sais pas dans quel cadre juridique exactement se situe cette réclamation de l'association Anticorruption devant le Conseil constitutionnel avec d'autres avocats. C'est peut-être simplement une espèce de lettre ouverte, en fait, diffusée à la presse. Je n'ai pas parfaitement saisi la qualité juridique exacte de la procédure qui a été lancée. Sur le fond, je ne peux que approuver ce qui est dit, c'est-à-dire que à Aéroport de Paris, il y a actuellement un référendum d'initiative partagée prévu désormais par la Constitution. C'est une réforme constitutionnelle qui a été apportée à la fin des années 2000, dans les années 2008-2009, sous Nicolas Sarkozy, et qui consiste, c'est un ajout à la Constitution, à créer un référendum d'initiative partagée. Sauf que ce référendum d'initiative partagée, c'était un peu pour donner un os à ceux qui demandaient un référendum d'initiative populaire ou d'initiative citoyenne, le RIP ou le RIC. Donc pour leur donner un os à ronger, il y avait eu une espèce d'ouverture. Sauf que il s'agit d'un référendum d'initiative partagée, c'est-à-dire que la question doit déjà être validée par les députés et sénateurs, premièrement. Et deuxièmement, ensuite, doit être validée aussi par le Conseil constitutionnel. Et ensuite, il faut qu'il y ait 10% quand je dis validé par les députés et les sénateurs, c'est validé par un quorum, hein, c'est pas la majorité, mais un quorum de députés et de sénateurs, ce qui a été le cas pour Aéroport de Paris. Ensuite, il faut qu'il y ait 10% du corps électoral qui signe une pétition. Il y a 46 millions d'électeurs, ça fait 4 600 000 signatures. Tout le monde sait bien que c'est un nombre tout à fait colossal. Ça n'existe nulle part ailleurs. Voilà. Si vous regardez les référendums d'initiative populaire tels qu'ils peuvent, les votations qui peuvent être organisées en Suisse ou qui peuvent être organisées en Autriche ou en Californie, on n'a jamais des tels pourcentages. C'est énorme, 4 600 000 signatures, c'est absolument considérable. Donc nous, je rappelle au passage que dans le programme de l'UPR, il y a l'idée d'avoir un référendum d'initiative populaire ou citoyenne, c'est la même chose, avec un montant que nous avions annoncé de l'ordre de 700 000 signatures, ce qui correspond au prorata des populations, un petit peu à ce qui existe en Autriche où il faut 200 000 signatures, ce qui existe en Suisse, ce qui existe ailleurs. 700 000 signatures, ça serait tout à fait normal d'avoir cela. J'en profite pour signaler au passage que notre référendum sera un référendum d'initiative citoyenne, qui sera quand même... Le Conseil constitutionnel vérifiera que c'est conforme à la Constitution, mais ce référendum pourra porter sur tout sujet. Et j'en profite d'ailleurs au passage pour signaler que nous prévoirons que ce référendum d'initiative populaire ou citoyenne puisse également
être un référendum révocatoire, notamment du président de la République. Je le dis parce que l'on m'a fait savoir qu'un des gilets jaunes un peu connus, qui s'appelle Maxime Nicole, m'avait, paraît-il, critiqué sur une vidéo que je n'ai pas vue, alors je ne sais pas si c'est exact, mais il m'avait critiqué sur le thème que j'étais comme les autres, parce que c'est un argument facile. Ah oui, mais sinon il est comme les autres, hein, sans même s'être donné la peine de vérifier, et que je refuserais le référendum révocatoire. Non, pas du tout. On nous a dit, nous, c'est un référendum d'initiative citoyenne sur tous les sujets. Voilà. Donc, simplement, ce que l'on prévoira pour cette affaire, c'est qu'on ne peut pas non plus envisager qu'il y ait un référendum révocatoire du président de la République tous les 4 matins. Sinon, la France, qui est déjà un pays très difficile à gouverner, deviendrait carrément ingouvernable. Donc l'idée, par exemple, que puisse tous les mois avoir un référendum, non, c'est pas possible. Je signale qu'au Venezuela, par exemple, sauf erreur de ma part, il y a l'idée d'un référendum révocatoire du président au bout de la moitié de son mandat, donc au bout de 2 ans et demi. Je pense que ça pourrait être une idée intéressante, c'est que il pourrait y avoir éventuellement l'organisation d'un référendum révocatoire du président de la République au bout de 2 ans et demi. On y est à peu près hein, pour Macron, il a été élu en mai 2017, mai 2018, mai 2019, et puis il reste 6 mois, donc juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, voilà. Avec ce système, au bout de 2 ans et demi, alors bien en novembre prochain, on pourrait avoir un référendum révocatoire de Macron, et ça serait pas mal. Bon. Alors, je le dis, donc je rassure Maxime Nicole, que d'ailleurs j'invite à venir sur UPR TV, me poser toutes les questions qu'il veut, s'il le souhaite. Comme d'ailleurs, j'invite également les Gilets jaunes les plus connus. On a d'ailleurs ouvert largement notre antenne pendant plusieurs mois aux Gilets jaunes. Donc ceux qui veulent avoir des précisions sont les bienvenus. Et puis on leur répondra directement. C'est pas bien de faire des vidéos pour nous reprocher des choses qui sont des fake news. J'en reviens à notre référendum sur ADP. Il se trouve que d'après les informations dont on dispose, le nombre de signatures, alors c'est depuis l'été qu'on peut aller signer, soit en ligne, soit dans les mairies, que nous avons fait un appel à signature, ici même, j'ai fait plusieurs fois un appel à aller, on a mis ça sur les pages Facebook, voilà comment il faut faire. On a diffusé, je crois, aussi des tutoriels. On incite les gens à aller dans les mairies également, s'ils n'arrivent pas à le faire par Internet. Aux dernières nouvelles, il y aurait quelque chose comme à peu près 770 000 signatures récoltées au bout donc de 3 mois à peu près de mise en ligne. Je note d'ailleurs au passage que 750 000 signatures, c'est bon par rapport au seuil de 700 000 que nous avions prévu. Donc si nous étions au pouvoir et si nous avions imposé cette règle des 700 000, c'est bon. Le référendum aurait lieu. Sauf qu'il n'aurait pas lieu, puisque nous, il est hors de question de privatiser les aéroports. Ça fait partie de ces grandes infrastructures, j'en ai peut-être pas parlé tout à l'heure, que justement, nous inscrivons dans la Constitution comme non privatisables par nature. Il est absolument anormal que la très grande plateforme aéroportuaire parisienne, qui peut avoir un intérêt stratégique en temps de conflit, hein, quand on est chef d'État, il faut voir loin et envisager toutes les hypothèses. Eh bien, nous refuserons la privatisation. Mais avec notre système, le référendum aurait lieu. Avec le système Sarkozy, les 4 600 000, on est encore très très loin du but. On est encore très très loin du but. Hein. Il faudrait faire 8 fois plus de signatures que ce que nous avons récolté. 700 000 ou 750 000, 770 000, il en faudrait 7 fois plus exactement. Ou 6 fois plus, 7 fois le nombre, 6 fois plus que ce qui a déjà été récolté. Compte tenu du temps qui reste à courir, ça commence à devenir un peu juste. D'où cette réclamation qui a été faite par Anticor pour s'indigner du silence organisé. Parce qu'il y a en effet un silence organisé. D'ailleurs, le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, a été saisi de cette affaire, puisque aucun grand média suivi par le CSA, ne parle de cette signature. Ils en ont parlé au début et c'est terminé. C'est l'omerta. Il n'en est pas question. Donc nous participons de l'indignation générale. Nous avons appelé, je relance encore un appel ici, à tous les adhérents, tous les sympathisants pour aller signer pour ce référendum. Mais nous partageons cette demande qui a été formulée par l'association Anticor et quelques avocats.
Mais je voudrais, si vous me le permettez, en tirer aussi un enseignement. Ce qui arrive en ce moment sur l'affaire du référendum pour ADP est à peu près exactement la même chose que ce qui arrive à l'UPR. D'après les sondages qui existent, on sait qu'il y a quelque chose comme peut-être 75%, 70, 75, 80% des Français qui sont en fait hostiles à la privatisation d'ADP. Et pourtant, il n'y a que 750 000 Français qui ont déposé une signature pour le moment, c'est-à-dire l'équivalent de 1,8% des électeurs. Ça me fait penser aux gens qui disent, vous comprenez, quand il y a des sondages qui montrent qu'il y aurait parfois une majorité de Français qui voudraient sortir de l'Union européenne, en tout cas, selon les sondages, ça varie, mais il y a des sondages qui indiquent une très forte minorité de Français qui voudraient sortir de l'Union européenne, d'autres qui montrent qu'il pourrait y avoir une majorité de Français qui veulent sortir de l'Union européenne. Je rappelle d'ailleurs qu'il y a 55% des Français, il ne faut jamais l'oublier, il faut toujours le rappeler, qui en 2005 ont voté contre le traité de la Constitution européenne. Et fort de ces sondages, certains des gens qui nous suivent, et bien entendu certains de nos adversaires, se retournent vers l'UPR en disant « Vous comprenez, vous avez fait 1,2%, ça prouve que vous êtes nuls, ça prouve qu'Asselineau a un charisme d'huître, ça prouve qu'il faut qu'il dégage, ça prouve qu'il faut revoir complètement la communication de l'UPR, ça prouve que vous devriez faire des alliances parce que vous n'y arriverez jamais tout seul. » Qu'est-ce que nous n'entendrons pas? Faire des alliances avec qui? Avec des gens qui veulent pas sortir de l'Union européenne? Jamais. C'est notre raison d'être à l'UPR, c'est de sortir de l'Union européenne. On va pas faire une alliance avec des souverainistes pacotilles en peau de lapin qui veulent une autre Europe. Donc ça, jamais. Voilà. Donc ceux qui nous disent qu'il faudrait tout revoir, etc., ils oublient tout simplement. Alors je ne dis pas que la communication de l'UPR est parfaite. Nous ne cessons d'ailleurs que de l'améliorer. On n'arrête pas de l'améliorer. D'ailleurs, notre site UPR est caracole en tête de tous les sites les plus consultés. Les vidéos, notamment des entretiens d'actualité, très régulièrement atteignent les 80 000, 90 000, 100 000 vues, etc. Notre chaîne UPR TV est à 114 000 ou 115 000 abonnés. Je vais revenir d'ailleurs dans un instant. Donc, on a des résultats qui sont des résultats très positifs sur la toile. Le problème, il vient pas de là. Le problème, il vient que nous avons, face à nous, comme le référendum sur ADP, nous avons un silence organisé. J'ai eu l'occasion de le dire, nous sommes en ce moment en pleine période du Brexit. Tous les jours que Dieu fait, sur tous les médias français, les grands médias, radio, télévision, on entend une espèce on voit Boris Johnson qui agonie d'injures ou de critiques caustiques. On met dans la tête des Français un lavage de cerveau absolument hallucinant, comme quoi les Britanniques se mordraient les doigts d'avoir voté ça, ce qui est totalement faux. Il y a un sondage qui montre que 54% des Britanniques voudraient maintenant un Brexit, quelle que soit la formule, mais ils veulent en sortir. On a des prophéties d'apocalypse, comme quoi les Britanniques bientôt seraient en rupture de papier hygiénique. On se demande bien pourquoi ils seraient en rupture de papier hygiénique. Pourquoi les Britanniques seraient-ils en rupture de papier hygiénique? On peut m'expliquer. J'aimerais avoir un débat là-dessus. Également en perte de médicaments. Alors que les Britanniques fabriquent beaucoup de médicaments. Puis surtout, je ne comprends pas. En vertu de quel raisonnement articulé les Britanniques n'auraient pas de papier hygiénique? Si je ne connais pas la fabrication du papier hygiénique au Royaume-Uni, mais imaginons même que le papier hygiénique que les Britanniques importent de l'étranger du papier hygiénique, je ne vois pas pourquoi ils arrêteraient d'importer de l'étranger du papier hygiénique parce qu'il serait sorti du Brexit, parce qu'il serait sorti par le Brexit de l'Union européenne. Je ne comprends pas. La Suisse n'est pas dans l'Union européenne, les Norvégiens non plus, les Guatémaltèques également, et de même que les habitants du Sénégal, les habitants du Vietnam, les habitants de l'Islande, et pourtant ils ont du papier hygiénique. Donc je ne comprends pas pourquoi d'un seul le gouvernement britannique déciderait de freiner les importations de papier hygiénique au Royaume-Uni. Au-delà de ce bobard généralisé, on en revient sur le fait qu'il n'est pas normal qu'au moment où on ne parle que du Brexit,
eh bien, nous n'ayons jamais été, pas seulement moi d'ailleurs, ça pourrait être Charles-Henri Gallois, ça pourrait être Vincent Brousseau, ça pourrait être un certain nombre de nos cadres qui pourraient être invités sur France 3, qui pourraient être invités sur telle ou telle grande chaîne de radio ou de télévision, pour dire, vous, qu'est-ce que vous en pensez, puisque vous êtes le parti du Frexit? Vous qui nous dites depuis 12 ans qu'il faut que la France sorte de l'Union européenne, qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe au Royaume-Uni? On pourrait avoir un débat. Je signale d'ailleurs au passage, je voudrais remercier ici la TV Liberté qui a organisé un débat il y a 2 jours avec Charles Gave où on a parlé justement du Brexit. C'est un petit peu, c'était un très très bon débat. Peut-être certains ont critiqué le fait que, en fait, Charles Gave et moi-même, sur cette question du Brexit, avions des positions quand même très proches. Ça aurait peut-être été plus intéressant, peut-être du point de vue polémique, que je sois opposé à quelqu'un qui était tout à fait anti-Brexit. Mais ça n'existe pas. Le silence est organisé autour de l'UPR. De telle sorte que si nous faisons 1,2%, de même que actuellement la pétition sur ADP plafonne à 1,8%, alors qu'il faudrait 10% des électeurs, eh bien c'est que d'abord et avant tout, c'est pas que la communication sur le référendum est mal organisée, c'est qu'elle est tue. Elle n'est pas reprise. Un jour, il faudrait que l'on publie la liste des communiqués de presse que nous envoyons à tous les grands médias. Il n'y en a pas un sur 100 qui est repris par les grands médias. C'est un silence organisé autour de l'UPR, de même que c'est un silence organisé autour du référendum d'initiative partagée pour ADP. La conclusion, c'est que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui se prévaut, si j'ose dire, du fait que la loi ne lui donne pas de pouvoir de coercition, mais franchement, le CSA pourrait quand même taper du poing sur la table. Normalement, lorsqu'il y a un référendum d'initiative partagée comme celui-ci, où il y a d'ailleurs déjà plus de 700 000 personnes qui ont signé, ce qui signifie que c'est déjà représentatif d'un courant d'opinion, normalement, il devrait y avoir des spots publicitaires à la télévision et aux radios, financés par l'État ou imposés par l'État, pour dire il y a actuellement la collecte de signatures pour un référendum d'initiative partagée. Si vous voulez le signer, il faut aller le signer. Et puis il faudrait par ailleurs que le site internet mis au point par le ministère de l'Intérieur soit un site qui soit facile d'accès, qui soit facile qui soit, comment dirais-je, avec un raisonnement intuitif, qu'il soit facile d'y répondre, parce qu'actuellement, c'est quand même un petit peu une course d'obstacles pour parvenir à signer. Voilà ce qui devrait avoir lieu dans une démocratie normale, puisque il s'agit de donner la parole au peuple. D'ailleurs, le président de la République s'honorerait, puis si nous n'arrivons pas aux 4 600 000 signatures, il en a le pouvoir de lui-même convoquer un référendum sur la privatisation d'ADP. Mais pourquoi y a-t-il ce silence organisé? Parce que la privatisation d'Aéroports de Paris est réclamée, comme tout le reste, en fait, par la Commission européenne, par les instances européennes qui, je le rappelle, ont obligé la Grèce à privatiser l'aéroport d'Athènes tranche 1, l'aéroport d'Athènes tranche 2, l'aéroport d'Héraklion, l'aéroport de Thessalonique, etc. Donc ça fait partie de ces grandes instructions venues de la Commission européenne. Et c'est parce que, justement, Macron et son gouvernement savent que s'il y a un référendum, les Français voteront majoritairement non à la privatisation d'ADP. C'est bien pour cela qu'ils ont été coincés par le fait qu'il y a quand même la possibilité d'organiser un référendum d'initiative partagée et que tout est fait pour empêcher d'obtenir les 4 600 000 votes. Conclusion de cette affaire. Premièrement, manifestez-vous, rassemblez-vous, faites voter autour de vous, enfin pas voter, mais faites signer pour le référendum. Nous y avons mis tout notre poids, je le réédite et je le rééditerai encore. On a encore plusieurs mois pour cela. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous essayons bien sûr d'améliorer notre communication. Nous essayons, là, pour la durée des municipales, on va se donner plus de moyens humains pour essayer de solliciter les grands médias. Mais la clé, elle est là. Le problème, il est là. C'est qu'il faut briser le silence organisé autour de l'UPR comme autour du RIP.